On les a lus dans nos livres d'images, on les a vus sur nos écrans au cinéma, mais qui connaît les versions les plus anciennes des contes de notre enfance? Raconte-moi les contes, une collection d'émissions signées, tout avec presque rien. Quel est le plus impressionnant des barbus que vous connaissez? J'espère que personne n'a répondu le Père Noël. Je vous présente aujourd'hui un barbu qui s'habille peut-être de rouge, l'histoire ne le dit pas, mais dont la barbe est bleue. C'est un conte particulièrement cruel, l'histoire d'un homme très riche qui vit dans un château somptueux. Voici le texte intégral tel que l'a écrit Charles Perrault sous Louis XIV. La barbe bleue. Il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne, de la vaisselle d'or et d'argent, des meubles en broderie, des carrosses tout dorés. Mais par malheur, cet homme avait la barbe bleue. Cela le rendait si laid, si terrible que toutes les femmes et les filles s'enfuyaient de chez lui. Une de ses voisines, dame de qualité, avait 2 filles parfaitement belles. Il lui en demanda une en mariage, et lui laissa le choix de celle qu'elle voudrait lui donner. Elle n'en voulait point, toutes les 2, et se le renvoyaient l'une à l'autre, ne pouvant se résoudre à épouser un homme ayant la barbe bleue. Ce qui les dégoûtait surtout, c'est qu'il avait déjà épousé plusieurs femmes, et qu'on ne savait pas ce que ces femmes étaient devenues. Barbe-Bleue, pour faire connaissance, les mena avec leur mère, 3 ou 4 de leurs meilleurs amis et quelques gens du voisinage à une de ces maisons de campagne, où on demeura 8 jours entiers. Ce n'était que promenades, parties de chasse et de pêche, danses, festins et collations. On ne dormait point, on passait toute la nuit à se faire des plaisanteries les uns aux autres. Enfin, tout alla si bien que la cadette commença à trouver que le maître du logis n'avait plus la barbe si bleue, et que c'était un fort honnête homme. Tout commence donc par une fête. Un homme qui veut se marier mais qui fait peur aux jeunes filles avec sa barbe bleue et sa manie de faire disparaître ses épouses. Pourtant, après une fête en son château de campagne, la plus jeune change d'avis et voici ce qui arrive. Dès qu'on fut de retour à la ville, le mariage se conclut. Au bout d'un mois, Barbe-Bleue dit à sa femme qu'il était obligé de faire un voyage en province, de 6 semaines au moins, pour une affaire de conséquence, qu'il la priait de bien se divertir pendant son absence. Il la priait aussi de faire venir ses bonnes amies à la campagne, si elle voulait, et que partout elle profitât des meilleures choses. Voilà, dit-il, les clés des 2 grands garde-meubles. Voilà celle de la vaisselle d'or et d'argent qui ne sert pas tous les jours. Voilà celle de mes coffres-forts, où est mon argent et mon or. Celle des cassettes, où sont mes pierreries. Et voilà le passe-partout de mes appartements. Quant à cette petite clé-ci, c'est la clé de mon bureau, au bout de la grande galerie de l'appartement en bas. Ouvrez tout, allez partout, mais pour ce petit bureau, je vous défends d'y aller. Et je vous le défends si formellement que s'il vous arrive de l'ouvrir, ma colère sera telle qu'il vous serait impossible de la calmer. Elle promit d'observer exactement tout ce qu'il venait d'ordonner. Et lui, après l'avoir embrassée, il monte dans son carrosse et part pour son voyage. Les voisines et les bonnes amies n'attendirent pas qu'on les appelle pour venir chez la jeune mariée, tant elles étaient impatientes de voir toutes les richesses de sa maison. Elles n'avaient pas osé venir pendant que le mari y était, à cause de sa barbe bleue qui leur faisait peur. Les voilà aussitôt à parcourir les chambres, les bureaux, les garde-robes, toutes plus riches les unes que les autres.
Elles montèrent ensuite au garde-meubles, où elles ne pouvaient assez admirer le nombre et la beauté des tapisseries, des lits, des sofas, des bureaux, des guéridons, des tables et des miroirs, où l'on se voyait depuis les pieds jusqu'à la tête, et dont les bordures, les unes de glace, les autres d'argent et de vermeil doré, étaient les plus belles et les plus magnifiques qu'on eût jamais vues. Elles ne cessaient d'exagérer et d'envier le bonheur de leur amie, qui, pendant tout ce temps, ne se divertissait point d'avoir toutes ces richesses, à cause de l'impatience qu'elle avait d'aller ouvrir le bureau de l'appartement du bas. Elle fut si pressée de sa curiosité que, sans considérer qu'il était impoli de quitter ses amis, elle descendit par un petit escalier dérobé, avec tant de précipitation qu'elle pensa se rompre le cou 2 ou 3 fois. Étant arrivée à la porte du cabinet, elle s'y arrêta quelque temps, songeant à la défense que son mari lui avait faite et considérant qu'il pourrait lui arriver malheur d'avoir été désobéissante. Mais la tentation était si forte qu'elle ne put la surmonter. Elle prit donc la petite clé et ouvrit en tremblant la porte du bureau. D'abord, elle ne vit rien, parce que les fenêtres étaient fermées. Après quelques instants, elle commença à voir que le plancher était tout couvert de sang caillé, et que dans ce sang se miraient les corps de plusieurs femmes mortes et attachées le long des murs. C'étaient toutes les femmes que Barbe-Bleue avait épousées et qu'il avait égorgées les unes après les autres. Elle pensa mourir de peur, et la petite clé qu'elle venait de retirer de la serrure lui tomba de la main. Après avoir un peu repris ses esprits, elle ramassa la clé, referma la porte et monta dans sa chambre pour se remettre un peu. Mais elle n'en pouvait venir à bout, tant elle était émue. Ayant remarqué que la petite clé était tachée de sang, elle l'essuya 2 ou 3 fois. Mais le sang ne s'en allait point. Elle eut beau la laver et même la frotter avec du sablon et avec du grès, il y demeura toujours le sang, car la clé était une fée, et il n'y avait pas moyen de la nettoyer tout à fait. Quand on ôtait le sang d'un côté, il revenait de l'autre. Barbe-Bleue revint de son voyage le soir même. Il dit qu'il avait reçu des lettres sur le chemin qui lui avaient appris que l'affaire pour laquelle il était parti venait d'être terminée à son avantage. Sa femme fit tout ce qu'elle put pour lui témoigner qu'elle était ravie de son prompt retour. Le lendemain, il lui redemanda les clés, et elle les lui donna, mais d'une main si tremblante qu'il devina sans peine tout ce qui s'était passé. « D'où vient, lui dit-il, que la clé du bureau n'est point avec les autres ? » « Je l'ai probablement laissée là-haut, sur ma table, » dit-elle. « N'oubliez pas de me la donner tantôt. » Après avoir remis l'échéance, il fallut apporter la clé. Barbe-Bleue, l'ayant examinée, dit à sa femme: « Pourquoi y a-t-il du sang sur cette clé ? » « Je n'en sais rien, » répondit la pauvre femme, plus pâle que la mort. « Vous n'en savez rien ?» reprit Barbe-Bleue. « Je le sais bien, moi, vous avez voulu entrer dans le bureau. Eh bien, madame, vous y entrerez et irez prendre votre place auprès des dames que vous y avez vues. » Elle se jeta aux pieds de son mari, en pleurant et en lui demandant pardon, avec toutes les marques d'un vrai repentir de n'avoir pas été obéissante. Elle aurait attendri un rocher, belle et affligée comme elle était. Mais Barbe-Bleue avait le cœur plus dur qu'un rocher. « Il faut mourir, madame, »
lui dit-il, « et tout à l'heure. » « Puisqu'il faut mourir, répondit-elle, en le regardant, les yeux baignés de larmes, donnez-moi un peu de temps pour prier Dieu. »« Je vous donne un demi-quart d'heure, reprit Barbe-Bleue, mais pas un instant de plus. » Un simple interdit, et voilà que le désir se fait intenable. C'est un défi vieux comme le monde, une tentation insurmontable. Adam et Ève y succombent en croquant dans une pomme. Pandore y cède en ouvrant sa boîte. Notre jeune épouse ne résiste pas non plus. C'est à ce moment de l'histoire que notre conte va forcer l'irréversible du destin. Lorsqu'elle fut seule, elle appela sa sœur et lui dit « Ma sœur Anne », car elle s'appelait ainsi, « monte, je t'en prie, sur le haut de la tour pour voir si mes frères ne viennent point. Ils m'ont promis qu'ils viendraient me voir aujourd'hui, et si tu les vois, fais-leur signe de se hâter. » La sœur Anne monta sur le haut de la tour, et la pauvre affligée lui criait de temps en temps « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?» Et la sœur Anne lui répondait « Je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. » Pendant ce temps, Barbe-Bleue, tenant un grand couteau à sa main, criait de toute sa force à sa femme « Descends vite, ou c'est moi qui vais monter là-haut. » « Encore un moment, s'il vous plaît, » lui répondait sa femme, et aussitôt elle criait tout bas « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?»« Je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. »« Descends vite, » criait Barbe-Bleue, « ou c'est moi qui vais monter là-haut. »« J'arrive, » répondait sa femme, et puis elle criait « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?»« Je vois, » répondit la sœur Anne, « une grosse poussière qui vient par ici. Ce sont mes frères. » « Hélas, non, ma sœur, c'est un troupeau de moutons. »« Ne veux-tu pas descendre ?» criait Barbe-Bleue. « Encore un moment, » répondait sa femme, et puis elle criait « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?»« Je vois, » répondit-elle, « 2 cavaliers qui viennent par ici, mais ils sont bien loin encore. »« Dieu soit loué !» s'écria-t-elle un moment après. « Ce sont mes frères, je leur fais signe tant que je puis de se hâter. » Barbe-Bleue se mit à crier si fort que toute la maison trembla. La pauvre femme descendit et alla se jeter à ses pieds. « Tout est pleuré, tout est chevelé. »« Cela ne sert à rien, » dit Barbe-Bleue, « il faut mourir. » Puis, la prenant d'une main par les cheveux et de l'autre, levant le couteau en l'air, il allait frapper. La pauvre femme se tournant vers lui et le regardant avec les yeux mourants, le pria de lui donner un petit moment pour se recueillir. « Non, non, dit-il, recommande-toi bien à Dieu. » Et levant son bras, à ce moment-là, on frappa si fort à la porte que Barbe-Bleue s'arrêta net. On ouvrit, et aussitôt on vit entrer 2 cavaliers qui, mettant l'épée à la main, coururent droit vers Barbe-Bleue. Il reconnut que c'étaient les frères de sa femme, l'un dragon et l'autre mousquetaire, de sorte qu'il s'enfuit aussitôt pour se sauver. Mais les 2 frères le poursuivirent de si près qu'ils l'attrapèrent avant qu'il ait pu gagner le perron. Ils lui passèrent leur épée à travers le corps et le laissèrent mort. La pauvre femme était presque aussi morte que son mari et n'avait pas la force de se lever pour embrasser ses frères. Il se trouvait que Barbe-Bleue n'avait point d'héritier et qu'ainsi sa femme demeura maîtresse de tous ses biens. Elle en employa une partie à marier sa sœur Anne avec un jeune gentilhomme dont elle était aimée depuis longtemps, une autre partie à acheter des charges de capitaine à ses 2 frères, et le reste à se marier elle-même à un fort honnête homme qui lui fit oublier le mauvais temps qu'elle avait passé avec Barbe-Bleue. Quelle aventure! De tous les contes de Perrault, c'est celui qui me laisse la plus perplexe. La curiosité serait-elle un bon défaut
Quid de la confiance dans un couple? Comment comprenez-vous cette histoire? Quelle morale lui donneriez-vous? Je me suis aperçue qu'il existe une infinité d'interprétations. La mienne est insolite, m'a-t-on dit. Je n'oserais pas vous en toucher mot, gardons cela pour une autre émission. Monsieur Charles de Perrault a tiré de cette histoire non pas une, mais 2 moralités. Voici la première. La curiosité, malgré tous ses attraits, coûte souvent bien des regrets. On en voit tous les jours 1000 exemples paraître. C'est, n'en déplaise aux femmes, un plaisir bien léger. Dès qu'on le prend, il cesse d'être, et toujours, il coûte trop cher. Vous connaissez Charles Perrault. Cette moralité lui sembla sans doute un peu convenue, car il rédige à sa suite une autre moralité. Pour peu qu'on ait l'esprit sensé et que du monde on sache le grimoire, on voit bientôt que cette histoire est un conte du temps passé. Il n'est plus d'époux si terrible, ni qui demande l'impossible, fût-il mécontent ou jaloux. Près de sa femme, on le voit filer doux. Charles Perrault prend le contre-pied de sa propre moralité et conclut justement que c'est là une trop vieille histoire pour avoir une moralité. Nous avons déjà vu que pour la Belle au bois dormant, sa deuxième moralité consistait à dire qu'il n'était pas d'accord avec la première. On imagine aisément notre cher Charles Perrault qu'il n'aimait pas beaucoup qu'on fasse la leçon de cette façon. C'était un grand-père rebelle, plein d'humour et loin des conventions. Quelle chance pour ses petits-enfants. Mais d'où vient donc cette histoire de Barbe Bleue? Quel barbu a pu inspirer autant de terreur? Il est toujours difficile de remonter le cours de l'oralité. Seuls les écrits restent, nous le savons bien. La première source possible se trouve dans l'histoire de la Bretagne. Au VIe siècle, règne un roi que l'on surnomme Conomore, ce qui signifie le grand chef, parce qu'il est tout-puissant et réputé impitoyable. Il épouse une femme très belle et très douce, mais un devin lui annonce qu'il serait un jour tué par sa progéniture. Dès que son épouse est enceinte, il ne prend aucun risque, il lui tranche la tête. Il se remariera 5 fois et tranchera 5 têtes au fur et à mesure que les naissances sont annoncées. Évidemment, la 6e permettra enfin d'accomplir le présage du devin et de transformer du même coup l'histoire en légende. Sans entrer dans les détails du stratagème extravagant de ce dénouement, l'histoire de Conomore de Bretagne résonne comme un écho aux 6 assassinats de Barbe Bleue. Il est un autre personnage historique qui fait penser à Barbe Bleue. Il a vécu 1 siècle et demi avant la version écrite de Perrault. Il s'agit d'Henri VIII, roi d'Angleterre. Physiquement, Henri VIII était un colosse, très grand, obèse, exubérant et sanguinaire. Sa barbe n'était pas bleue, mais elle était célèbre tout de même, car elle était rousse. Il a épousé successivement 6 femmes, dont 2 qu'il a carrément fait exécuter pour adultère. Pour adultère, c'est la version officielle. Il se trouve qu'il a épousé par suite la dame de compagnie de l'une et la fille d'un royaume stratégiquement intéressant pour le pays, après avoir tué l'autre. C'était un roi haï de beaucoup, qui a forcément développé des tendances paranoïaques et qui tuait à tout va. L'origine du conte ne vient peut-être pas de là, mais nul doute que Charles Perrault connaissait la démesure des colères de ce roi. Qui nous dit que sa deuxième moralité ne l'évoque pas directement? Si explorer l'univers de Barbe Bleue ne vous fait pas trop peur, venez visiter la page qui lui est consacrée sur notre site, tout avec presque rien. Vous y trouverez des références, des extraits, des citations, des images et les musiques, tout spécialement composées par Victor Grondin et Nicolas Thomas pour notre collection de podcasts « Raconte-moi les contes ».
Merci à Marie pour la technique et les images. À bientôt.